Bon, c'est cool, merci, merci. Bah, vous êtes nombreux et nombreuses. En plus, c'est vraiment cool qu'on soit autant aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le sujet du talk, c'est comment saboter son projet sans même s'en rendre compte. Rapide présentation de qui je suis. Je suis full stack senior développeur. Ça fait 10 ans que je travaille dans le logiciel, dans l'IT. J'adore le craft et j'adore le DDD. Aujourd'hui, je travaille chez OCDA. Phil en a parlé tout à l'heure, compagnie AI, robotics. On fait des projets super intéressants. N'hésitez pas à venir nous voir si besoin. Avant de commencer, petit disclaimer rapide. Stalk se veut volontairement un peu piquant. C'est-à-dire qu'il va y avoir des sujets un peu touchy, un peu tricky, et ça va peut-être un peu piquer l'ego des gens. Le mien aussi, n'en faites pas. Donc, disclaimer, ce contenu, c'est issu de ma propre expérience. Ressemblance avec une quelconque qualité est fortuite. Ça va probablement arriver. Avant de démarrer aussi le fond du sujet, on va parler de quelques définitions de ce que je crois être des bonnes définitions. Dans le monde IT, on travaille souvent avec des produits, des projets. Qu'est-ce que c'est pour moi un projet? Un projet, c'est avant tout ça. C'est avant tout des êtres humains. Le vibe coding, c'est sympa, les AI, c'est sympa. Quand même des êtres humains derrière. C'est aussi des process, des processus. Pour travailler ensemble, bah, ça demande une certaine organisation. On s'entend. C'est pas si simple à mettre en place. Troisième composante d'un projet, bah, c'est des features, c'est des choses à shipper, c'est des choses à livrer. Si vous avez rien, si vous avez un projet qui fait rien, bah, forte chance que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est ma définition d'un projet. Maintenant, on va parler de ce que c'est un projet réussi, pour moi. Un projet réussi, au niveau des êtres humains, c'est ça. C'est des êtres humains épanouis, impliqués. Ah oui, si vous n'êtes pas content d'être là, de travailler pour la compagnie dans laquelle vous travaillez, de faire le projet sur lequel vous êtes en train de travailler, bah, à mon sens, il y a quelque chose qui a été loupé, il y a quelque chose qui a été oublié de la part de la compagnie. Des processus adaptés et efficaces et efficients. On va justement se focaliser un peu sur ces process qui sont bizarres dans le monde IT à l'heure actuelle. Et enfin, c'est des fonctionnalités qui sont maintenables et mesurables. C'est-à-dire que rajouter des fonctionnalités dans votre système et que tout le système casse, que vos utilisateurs ne peuvent plus se loguer ou autre chose, c'est quand même dommage. Et ensuite, mesurable. Parce que l'output de ce que va ressortir votre logiciel, c'est ce qui va permettre de guider la suite de votre compagnie, de votre produit. Ensuite, définition de ce que j'appelle un sabotage. Vous allez voir, c'est assez simple. C'est des actes et pratiques qui nuisent à la réussite d'un projet et qui contribuent petit à petit à sa détérioration. Un sabotage réussi maintenant, c'est des actes et pratiques qui ont entraîné la mort d'un projet ou et la fuite des individus. Ça, c'est pire. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué à gérer. Et je pense que parmi vous, il y a beaucoup de... Vous avez perdu des collègues de temps en temps. Vous en avez gagné d'autres, vous en avez perdu pour plusieurs raisons. Des fois, les raisons étaient humaines, des fois organisationnelles. Très souvent, on parle souvent du projet, de comment les choses ont été gérées. Donc, pour résumer, moi, je crois vraiment que si on allie des êtres humains impliqués, heureux dans leur travail, si on allie des processus qui fonctionnent, des fonctionnalités qui sont adaptables, mesurables, eh ben, on va y gagner. Maintenant, le gain, ce que j'ai mis au milieu, c'est subjectif, ça dépend de la compagnie. Ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, ça peut être de la renommée, de la réputation. En général, c'est un peu ce que recherche une compagnie. Ces trois composantes font ça va grandir, ça va grossir. Premier sujet, les humains. Donc, si on reprend les composantes des projets, de ce que je disais tout à l'heure, sur ce qui est pour moi un projet réussi, on va parler des êtres humains qui aiment bien, ça botte bien. Nous les humains, vous avez remarqué en bas des slides, quand on va parler un peu des choses touchy, il y a des petites bombes là. J'ai essayé de noter un peu les pratiques sur 5, en me disant, tiens, si cette pratique continue, si cette pratique existe au sein d'une compagnie, au sein d'un produit, au sein d'un projet, quel niveau de sabotage on pourrait lui donner? On en parlera après et pourquoi. Donc tous les humains, étant des êtres humains, on a souvent tendance, ça dépend des gens, à faire ça. On veut trop bien faire. Je vais mettre des petites phrases qui peuvent être dites dans des projets. Par exemple, ça. On ne devrait pas changer la code base en Rust, c'est quand même mieux que Python, non, vous ne trouvez pas?
Très bien. Vous avez probablement entendu ces sujets. Bon, affaire de préférence. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Est-ce que c'est important pour le projet? On ne sait pas. Peut-être. Deuxième phrase, attends. Avec une database NoSQL, on va enfin gagner en perf. Peut-être, encore une fois. Intéressant, mais ça, les conséquences que ça peut avoir, finalement, c'est ça. Pas ou peu de livraison, friction entre les équipes. Vous voulez améliorer les choses, mais c'est peut-être pas les bonnes choses. C'est peut-être pas là les leviers sur lesquels vous pouvez agir pour améliorer les choses. Celui-ci, 3 étoiles, 3 bombes, sur 5, parce que c'est-à-dire que c'est la volonté de bien faire, mais tant que c'est pas fait, c'est pas critique, c'est pas 5 étoiles, c'est pas 5 bombes. On veut le faire, mais en général, il y a des gens et des garde-fous. Il y a des personnes qui savent et qui disent, bon, on va y aller doucement, ça, on va peut-être pas le mettre en place tout de suite. Conseil, c'est ce que je pense. Aujourd'hui, la perfection d'un projet est éphémère. Et notre métier, je pense, consiste à prendre des décisions les moins pires dans un contexte connu. Il n'y a pas de bonne décision dans un projet IT. Ça nous paraît une bonne décision, mais ces décisions, elles seront caduques dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, on ne sait pas. Donc, prendre des décisions les moins pires dans un contexte connu, ça me paraît une définition intéressante. Deuxième sujet, sur les humains. Alors, celui-là, 5 étoiles. 5 étoiles, pardon, c'est pas des étoiles, des bombes. 5 bombes de sabotage. Procrastiner. Donc, remettre à demain, plus tard, ce qu'on doit faire aujourd'hui. J'ai pas le temps d'écrire les tests, je les écrirai demain. Bon, j'imagine que vous avez déjà entendu ces phrases-là. Et si vous avez déjà entendu ces phrases-là, qui les a déjà fait le lendemain? Pas beaucoup, je pense. Très peu. La même chose sur la documentation. Ah oui, la doc, je boucle un sujet et je m'y mets. Promis. Bon, ça se fait en général pas. Pas de test, pas de documentation, pas de 3 petits points, parce que finalement, ça dépend de ce qu'on procrastine, de ce qu'on remet au lendemain. Et ça peut avoir vraiment des conséquences très, 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 très graves sur votre projet, sur tout ce que vous voulez faire. Petit conseil que je propose, c'est si une tâche, quelle qu'elle soit, a un impact positif pour le projet, l'équipe ou vous-même, priorisez-la. Si ce n'est pas possible de la prioriser vous-même, faites-vous des alliés au sein de votre équipe, de votre compagnie, pour que vous puissiez la prioriser ensemble. Et globalement, si cet impact est positif, priorisez-la et mettez-la en avant. Troisième sujet sur les humains. Bon, 2 petites bombes, pas forcément complexes. Refuser le changement, c'est quelque chose qu'on connaît, qui est actif. On est prêt pour mettre en place de vos conteneurs de dépendance. Ça va tout documenter dans ADR. Vous connaissez le terme ADR pour tout le monde à peu près? Ouais. OK. Architecture Decision Record, on enregistre les modifications d'architecture faites dans un projet. Ou enfin, notre business n'est pas le bon. C'est aperçu que c'est malheureusement pas le bon. Il faut qu'on change, il faut qu'on pivote. Souvent, on va avoir une résistance soit de la tech, soit du produit, soit d'autres corps de métier, mais il faut l'accepter. Il faut peut-être l'accepter. Les conséquences de ça, si on fait ça, stagner, perdre un business potentiel, décroître finalement au sein de sa société. 2 bombes, parce que c'est assez changeable en général. C'est pareil, c'est pas très très grave, c'est pas très critique. On retrouve ça probablement dans des notions d'agilité. Accueillez positivement le changement, même tard dans le projet, et exploitez-les pour donner un avantage compétitif aux clients. D'ailleurs, je parlais des features à peu près mesurables et évolutives. C'est ça. Mais si on met en place une code base, si on met en place un produit qui peut évoluer, qui peut switcher facilement de l'un à l'autre, on peut changer son business. On peut augmenter sa rentabilité. Dernier point, sur les humains, laisser ses émotions parler. Alors ce point, il est assez marrant, pour moi en tout cas, parce que pas plus tard que hier, j'ai fait exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc j'étais dans les 5 bombes. J'ai laissé mes émotions parler. Lui, je déteste sa manière de coder, je vais enfin lui dire que son code, c'est de la... Pendant les reviews de code, pendant ces process-là. C'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut entendre. Vous voulez cette fonctionnalité pour la semaine prochaine? Très bien. On peut même vous la livrer dans 3 jours. Ça, c'est les sales qui parlent. Ça, c'est sympa. Quand les sales nous disent ça après, c'est souvent bien. 5 bombes sur 5. Pourquoi? Perdre de crédibilité et risquer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Votre société, vos collègues, vous-même,
on met en jeu beaucoup, beaucoup de choses. Donc hier, j'ai pas respecté ça. Ça c'est bien fini. ça c'est bien fini, heureusement. Le conseil, finalement, c'est ça. Ne réagissez jamais à chaud. Si possible, privilégiez la communication directe avec vos interlocuteurs. Ça, c'est les êtres humains. Maintenant, on va attaquer le deuxième pan, pour ce que je parlais, les projets. Le pan, on a fait l'humain, après le pan organisationnel. Donc là, j'ai mis estimer, prédire, bureaucratiser ou produire, il faut choisir. Ces trois termes du dessus, on les voit souvent. Ça, c'est vraiment issu de mon expérience en France. Je ne l'ai pas dit, mais mon accent peut-être me trahit, je suis français. Et en France, on travaillait beaucoup de cette manière, en tout cas. Avant de démarrer la partie là, j'aimerais qu'on discute d'un petit terme. Ça, c'est une usine. Okay, il y a des travail à la chaîne qui est fait, il y a des machines, des robots qui travaillent pour nous. Ça, par contre, c'est pas une usine. Et vous avez peut-être vu en ce moment un terme qui est assez sorti où on dit on est une factory, une équipe de développeurs, c'est une team factory, une business factory, je ne sais pas, peu importe. Et derrière, il y a des êtres humains. Et parce que les mots, ils sont importants, quand on emploie le mot factory, usine, auprès de gens de l'extérieur, bah, j'ai souvent eu, moi, le retour qui dit « Ah, oui, c'est comme une chaîne de production, en fait. Vous mettez des cornichons en boîte. » Bah non, c'est pas exactement la même chose. Notre métier, c'est pas vraiment celui-ci. Donc, ce terme, factory, pour parler d'une boîte qui fait du développement, je suis pas forcément en phase. Et à mon avis, c'est important de le différencier. On va parler que je conçois comme étant un projet de manière très simplifiée, encore une fois. Phase 1 d'un projet, la vente. Phase 2, les estimations. Je le mets à côté parce que souvent c'est fait en parallèle, des fois c'est fait avant, des fois c'est fait après, des fois ça dépend. Phase 3, développement, la production. Phase 4, la livraison. Et après on recommence. Donc un projet, quand je parle de projet, c'est pas forcément un produit dans son ensemble, ça peut être une feature spécifique dans un projet. Et globalement, très simplifié, ce que je vois partout, c'est ça. Vente, estimation, développement, livraison. On commence par la partie vente. Vendre, oui, mais à quel prix? Ça, c'est souvent ce qui se passe, ce que j'ai vu. On fait un sourcing des différents besoins clients, mais à côté au plus offrant, parce que souvent, si un client a une fonctionnalité qui paraît plus génératrice de ROI pour lui, normal, on va dire de la prioriser, mais souvent, c'est pas le cas. C'est juste que la personne veut acheter la même fonctionnalité plus chère. Donc, on va aller vers ce client-là. Une fois que c'est fait, on fait une estimation un peu approximative. Et bien sûr, on oublie d'inclure les équipes techniques dedans. Soit les équipes de test ou les équipes techniques. Donc, bien sûr, cette estimation, elle vaut quelque chose, mais à vous de définir. Ensuite, négocier le prix. On négocie le prix, on négocie le temps, et souvent on ajoute ce qu'on appelle des SLA. Ça vous parle des SLA, Software License Agreement. Et dedans, on aime bien en général mettre des pénalités de retard. Mais on va donc dire à nos clients, si on ne livre pas quelque chose à la date prévue, on va vous donner tant d'argent. Je n'ai pas d'autre business vraiment où on peut faire ça. Ça me paraît quand même bizarre, mais c'est comme ça. Et si on veut la faire, encore une fois, souvent, pas le choix. Du moins, il n'y a pas d'autre alternative à l'heure actuelle. Après, on signe le contrat. Et ce que j'ai déjà vu, c'est que pendant la signature de contrat, on fait quelques updates, quelques changements de dernière minute, parce que tu comprends, les gens qui modifient le contrat, c'est pas une grosse modification, pas un gros ajout. Au bas mot, quelques jours de plus. 5 bombes pour moi, ça. 5 bombes. Ça, c'est vraiment compliqué, je trouve, quand ça s'est mis en place. Quand on a finalement un espèce de silo entre une équipe de sales, une équipe de vente et une équipe de production derrière. Les conséquences de ça, celle-ci. On en a parlé un petit peu, pénalité de retard, fonctionnalité tronquée, désengagement des équipes tech et confiance en baisse. Pour avoir travaillé beaucoup avec des équipes sales dans le passé, notamment en France, en fait, c'est ce qui se passait tout le temps. Tout le temps. Ces 4 points ressortaient vraiment la majorité du temps. Moi, ce que je conseille, par rapport à ce que j'ai vu, c'est vendez ce que vous avez et utilisez cet argent pour développer votre produit pour vos clients. Vous avez en général une vision produit, on va parler d'un
d'un SaaS, soft SaaS par exemple, si vous n'avez pas ces fonctionnalités-là, vous les incluez vous potentiellement dans votre roadmap, mais vous avez normalement du cash pour les faire. Ne la vendez pas à des clients, utilisez ces clients comme peut-être des early adopteurs, des bêta-testeurs, livrez souvent. Utilisez-les, utilisez leurs souhaits pour probablement développer un meilleur produit et pour pouvoir vendre à des clients qui n'avaient même pas peut-être le goût de se dire « Ah ouais, cette fonctionnalité-là, elle m'intéresse ». C'est ça l'idée. Ensuite, je parle d'un autre sujet organisationnel, l'agilité sous couverture. J'ai beaucoup travaillé dans des compagnies où avant d'arriver, on me dit bah, « nous, on est agile ». Bon, un terme qu'on connaît tous. On adore l'agilité, on adore ce terme, on adore tout ça. Je veux quand même rappeler, ça c'est l'agilité, ces 4 phrases. Hein. C'est tout. C'est tout. Les individus, leur interaction, plus les processus et les outils, des logiciels opérationnels, plus qu'une documentation exhaustive, la collaboration avec les clients, plus que la négociation contractuelle, ça tombe bien, on en a parlé un peu avant, hein, exactement là-dedans, et l'adaptation au changement, plus que le suivi des plans. Ça, c'est le fondement, finalement, des méthodes agiles. Après, il y a eu ça et ça qui sont arrivés. Des estimations et des engagements. Vous les avez vus, les mots-là, avant? Enfin, je peux remettre la slide, hein, si vous voulez, mais on ne parle jamais d'estimation et des engagements. C'est arrivé un peu après. Donc pour moi, ça, c'est un avis en agilité, c'est pas quelque chose qui est normalement donné. Ça, c'est né aussi avec un truc, un framework, puis là, Scrum. On adore tout Scrum, on adore le mot Scrum. Je sais, tout à l'heure, on me dit on fait de l'agile, on fait du Scrum. Et c'est comme ça, maintenant, je vais donner un petit peu, c'est comme ça que je vois Scrum, comment il a été fait. Des backlogs interminables, 800 tâches, 900, 1000, 1500 tâches, peu importe. Un dashboard pour mesurer ou espionner les devs, entre guillemets, parce que bien sûr, vos évaluations annuelles, elles vont être guidées là-dessus, hein, par rapport à ça. Les cérémonies avant tout, et POPM qui reviennent vous voir. Attendez, notre délit, on l'a pas fait. On le refait. Il est 19h, mais on va le faire. On l'a pas fait. Quel est l'intérêt, quel est le sens? Donc, quand on oublie le sens de pourquoi on les fait et qu'on privilégie uniquement parce qu'on m'a dit de le faire, Scrum dit de le faire, ça m'a un peu dommage. Des sprints sous stéroïdes. On va faire rentrer le maximum de choses dans un sprint, hein, vous comprenez. S'il y a 2 semaines, on sait que 200 tickets, ça passe. À la fin, il en reste 190, mais c'est pas grave, on en a fait rentrer 200. On les décale. On en remet 200. On les décale après, et ça n'arrête pas. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et enfin, un point que j'aime bien, c'est les priorités basées sur les estimations. J'ai déjà travaillé dans des équipes où on a des features à développer, on a des fonctionnalités à développer pour notre produit, et avant de savoir quoi faire, l'équipe vient produit et décisionnaire vient nous voir pour dire tu peux nous estimer ça pour nous aider à choisir quelle feature faire en premier. Moi, je cherche le lien, on cherche le lien, et finalement, le lien, on se rend compte qu'il est uniquement politique. Il dit, tu comprends, si là, on a 10 tickets pour faire des labels, pour ajouter des labels sur notre app, ROI 0, ça va vous prendre 2 jours, une journée, j'en sais rien. Mais on aura fait bouger 10 tickets dans le backlog. Au lieu d'en avoir fait bouger un qui rapporte 1 million par mois et qui prend peut-être, je ne sais pas, 3 semaines à faire, par exemple. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que c'est mieux de faire bouger les tickets, de faire avancer les tâches parce que on fait avancer les tâches. Mais derrière, prioriser des features sur des estimations, je ne pense pas que ce soit la bonne manière de faire. Du moins, ça ne devrait pas être corrélé. Il peut avoir un lien, fine, mais se dire, c'est ma seule métrique pour dire cette tâche-là, il faut qu'elle passe en premier. On manque quelque chose, je trouve. Et là, finalement, maintenant qu'on a dit tout ça, pour moi, le Scrum, ça se transforme en ça. Vous connaissez tous le Waterfall, c'est ce qui était avant. On fait du Water Scrum aujourd'hui. Ça se transforme un peu comme ça, le Water Scrum. Bon, méthodologie un peu hybride, qui mixe un peu les deux. Mais visiblement, c'est ce que je trouve on a tendance à faire en prenant l'agilité comme le terme qui va bien et le terme un peu sexy pour attirer des développeurs ou des développeuses. Conséquence de ça, plus de temps à estimer qu'à construire, manque de priorisation, profonde haine, ah oui, ça c'est drôle, profonde haine de l'agilité.
Je vois énormément de trends en ce moment, je sais pas vous, qui disent l'agilité, c'est vraiment nul, nul, nul. Mais finalement, est-ce que c'est l'agilité qui est nulle ou est-ce que c'est ce que nous, les êtres humains, avons fait de l'agilité? Une question un peu à se poser. C'est peut-être qu'il y a une part de réponse là-dedans. Enfin, des itérations longues, longues, longues. Je parlais des 200 tickets qui switchent de sprint en sprint en sprint en sprint. C'est un peu ce qui se passe. Vous connaissez Ron Jeffries, peut-être? Ok. Lui, il a dit un truc récemment qui est rigolo. Il a dit ça. Beware of chasing story points that turned out to have been a bloody mistake. Ça reprend un peu ce que j'ai dit tout à l'heure avec le fait de dire agilité, Scrum, peut-être que nous, on en a fait ce qu'on a voulu nous-mêmes, les décideurs, j'imagine, ce qu'on a voulu faire de ça. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de problème avec les estimations ou ce genre de choses si elles sont prises comme étant des estimations, si elles restent dans le contexte de l'équipe. Par contre, quand elles sont prises comme étant des vérités, ouvrez votre dictionnaire, estimation, c'est pas un synonyme de vérité. Sauf que c'est le cas. Dans la majorité des cas, comme c'est vendu, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce que je pense qu'on pourrait faire? Ça. Itérer sur notre projet sur de très courtes durées, essayer de délivrer de la valeur de jour en jour. Adaptons enfin les méthodologies, ne prenons pas Scrum comme étant Scrum a dit c'est des sprints de 2 semaines, c'est peut-être cérémonie, on fait ça. Bon, adaptons ces méthodologies, ces contextes, et surtout mesurez ça pour maximiser un petit peu le ROI et l'impact. Ne vous servez pas de ces mesures pour piquer vos équipes, pour gérer leur future augmentation ou leur taper sur les doigts. Essayez de les inclure un petit peu là-dedans. Troisième partie, c'est l'heure de produire. On parle de Git. Tout le monde connaît Git, j'imagine. J'ai souvent vu des flows Git qui sont très, 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 très laborieux. Dans beaucoup de compagnies, on travaillait avec ça. On travaillait avec Gitflow. Gitflow, on a ça, des branches, partout. Des fois, c'est adapté. Des fois, il y a pas d'autres possibilités de le faire. Le produit est peut-être gros. Le produit est peut-être ancien. Il y a plein de possibilités. Je ne sais pas. Et après, j'ai découvert ça. J'ai découvert le trunk-based développement. Tout de suite, on voit jusqu'au schéma, c'est un peu plus simple, un peu plus straightforward, c'est un peu plus direct. Et ça sous-entend quelque chose. Ça sous-entend, on en parlera un peu après, ça sous-entend un concept de déploiement, d'intégration, un peu différent, mais c'est pas la même manière de voir les choses. Et là, le flow Git, très, très, très laborieux, je fais ça la suite, ouais. Les flow Git laborieux, je travaillais dans des équipes où on passait vraiment beaucoup plus de temps à faire ça. À résoudre des conflits de merge, tout le temps. Alors attends, il faut que je prenne la branche qui a telle feature. Ensuite, il faut que je prenne celle-ci qui a tel autre fixe. Ensuite, il faut cherry pick celle-ci pour faire ça. Ok. On a des sources de vérité partout. On a des environnements qui sont tous mappés et bindés sur 40 branches. Je crois que le cerveau humain est un peu monotache normalement. Donc, quand il y a 40 choses à gérer, plus tout le reste, en général, ça me paraît un petit peu complexe. Les erreurs, forcément, elles arrivent. Les horaires augmentent. Et encore une fois, les itérations deviennent très, 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 très longues. Quand un dev est fini, pouvoir le push quelque part, peu importe si c'est sur main ou si c'est sur une autre branche, si c'est sur un environnement, et que au daily, on demande ce que vous avez fait. Vous avez peut-être déjà vu ce cas-là. Qu'est-ce que vous avez fait hier? J'émerge mes branches. Vous avez passé une journée à merger les branches? Bah oui. Mais comment c'est possible? Il y en avait 30 à merge. Bah oui. Entre les devs de chacun, les devs qui ont... Enfin, ça a toujours paru bizarre, mais le PO est content. Il a travaillé. Bon, c'est bien. bien. Après, c'est comme ça. Ça, c'est ce que je privilégie maintenant, des branches avec une très, 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 très courte durée de vie et essayer au maximum de conserver une seule source de vérité. On a besoin de tester quelque chose sur un environnement, pas de problème. Ça a demandé un travail préliminaire, mais on a mis en place un moyen de pouvoir faire pop un environnement comme ça d'un coup, mapper à une branche spécifique pour qu'on puisse faire nos tests. Ça existe, ça fonctionne, ça demande de l'investissement en amont, mais par contre, le gain, terme, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Autre étape, code review. Donc, linker une pull request, en général, des code review. Qu'est-ce que c'est une code review pour moi? C'est une pull request qui est prête à être review. Ensuite, c'est une boucle infinie, de retour asynchrone. Parce que souvent, les gens, ils ne se parlent pas, ils sont des fois sur différentes fuseaux horaires, enfin bref.
on fait des retours, puis après, enfin, on peut merger. Je vais vous donner une définition marrante après de ce qu'est une code review d'une personne qui s'appelle Frédéric Leguédois. Peut-être que ça parle à quelqu'un, un Français qui est coach agile. Autrement dit, pour lui, une code review, c'est ça. Ce petit 1, payer un premier développeur pour mal faire son job. Première, deuxième itération, payer un second développeur afin que s'assurer que conformément à nos précisions, le premier aurait pu mieux faire. Troisième étape, payer une troisième fois pour que le premier développeur corrige son job. Et finalement, quand on le dit comme ça, bah, si on dit comme ça à des sales, à un CTO, à un CEO, à quelqu'un de la compagnie, je ne vois pas comment il ne peut pas se dire, effectivement, c'est stupide. Je vais payer 3 fois. Et donc c'est un peu ce qu'il regarde, c'est des chiffres qu'il regarde. Normalement, pardon, il devrait s'en rendre compte. Définition du code review, voilà pour moi. Ensuite, pair mob, le pair et le mob programming. En général, ce qu'on voit partout, d'ailleurs, vous connaissez Jira, j'imagine, ou d'autres outils. Souvent, il y a une tâche et on peut assigner une personne, tout le temps. Une tâche, une personne. Une tâche, un être humain. Donc, le pair, on gère une tâche, un être humain. Et si on l'a fait à plusieurs, c'est bon, j'aimerais bien, mais très souvent, ça, c'est non. Ça, c'est pas accepté. C'est pas accepté par des managers, c'est pas accepté par des, je ne sais pas qui, product owner ou quelqu'un, peu importe. On l'accepte pas. On voit derrière une perte de temps phénoménale, travailler à 2 ou à 3. Pourtant, dans plein d'autres jobs, c'est quelque chose qui se fait. Une opération cardiaque, ça ne me choque pas qu'il y ait 2-3 personnes qui travaillent en même temps. Ils ne travaillent pas en asynchrone l'un derrière l'autre. Enfin, ça dépend. Bref, peu importe, ça dépend. Les conséquences de ça, bah, il n'y a pas d'équipe. Alors, pour renforcer l'équipe, ce qu'on fait, c'est du team building. C'est cool. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas proposer aux gens de travailler vraiment, finalement, en équipe? Peu d'entraide, et puis le buzz factor. Peut-être que ça vous parle, le buzz factor. Le buzz factor, c'est si on est tout seul à avoir fait des choses, si un bus vous écrase, bah, il n'y a plus rien qui marche. Si vous prenez l'avion et que l'avion s'écrase, bah, en fait, toute la société, toute la feature, tout quelque chose compte sur vous. Vous n'êtes plus là, ça tombe, plus rien n'avance. Et voire pire, ça met des gens à l'arrêt pendant un certain temps. Quel petit conseil, donc ce serait ça, légaliser, le mot est assez fort. Il faudrait que les personnes puissent enfin légaliser le travail en équipe et accepter que 2 personnes qui travaillent ensemble iront plus vite pour résoudre une tâche. Autre point, on livre quand et comment. Il faut que j'aille un peu plus vite, donc j'accélère un tout petit peu, ça passe. J'ai encore un peu de temps, Nico, c'est bon? Cool, merci. On parlait des livraisons tout à l'heure. CI/CD, livrer quand et comment. Bah, ça, c'est un peu le cycle classique. On ne va pas rentrer dans le détail. Tout ça, ça mérite des talks à part entière. Mais j'ai déjà vu ça. Notre stratégie de CI/CD, bah, on a le temps, on pourra s'en occuper plus tard, on ne la fait pas. Pareil, ça va avec la procrastination tout à l'heure, mais on ne va pas en parler, on ne va pas la faire. Ça fonctionne chez moi, pourtant, je ne comprends pas. Ça, c'est drôle, ça. On l'a tout le temps. Tout le temps. Et effectivement, moi, le premier, ça fonctionne chez moi. Non, c'est vrai. Il y a peut-être un truc qui ne va pas. Ce que je conseille là-dedans, c'est de faire ça. Faire en sorte, arriver à trouver les moyens, trouver les leviers chez vous, faire en sorte qu'une mise en production devienne un non-événement. Ne pas dire, on met en prod tous les mercredis du mois, tous les machins. Il faut que ça soit limpide, fluide, et essayer de trouver des solutions pour faire ça chez vous. Et favoriser des déploiements petits et fréquents. Un truc que j'aime bien faire sur des projets, c'est au début du projet, on n'a rien, mais créer le minimum viable pour faire une CI, pour faire un deploy et un build, et un deploy pour mettre un hello world, on sait rien quelque part. Ça nous permet juste d'avoir quelque chose sur lequel plus tard travailler et pas se dire c'est pas fait, j'ai rien, je peux rien faire. On ne veut pas prendre ce temps de le faire, on se dit c'est pas à nous, c'est pas ma responsabilité, quelqu'un d'autre le fera. Sauf que 6 mois plus tard, personne l'a fait. Donc on n'a pas de CI, on n'a rien. Et c'est un peu comme les mises en prod finalement. Je sais pas vous, mais envoyer 50 migrations de database et 800 fichiers, je trouve ça un peu moins safe que d'envoyer une migration et 2 fichiers. Bon, au niveau des rollbacks potentiels, et voilà. Donc c'est vraiment des stratégies à trouver. Troisième et dernière partie, je code, tu codes la partie feature. Par rapport à la définition de ce qu'on disait tout à l'heure, de ce qu'était un projet réussi. On va aborder juste quelques points. Premier point, le vibe coding.
mais en dessous, mal utilisé. Le web coding, c'est bien en vrai, ça marche, ça peut marcher, il y a des choses intéressantes. Se servir de l'AI, j'en vois pas du tout ça comme un mal, au contraire, je le fais. Simplement, il faudrait bien le faire. Une petite définition marrante, je sais pas si vous avez vu passer ça sur LinkedIn. C'est Bill Gates et Linus Torvalds qui discutent entre eux. Bill Gates demande, ça veut dire quoi vibe dans vibe coding? Linus, il répond ça. Very inefficient but entertaining. Donc, bon, est-ce qu'il a raison? Il a tort, peu importe. Mais en tout cas, si des gens comme ça ont ce type de discussion, a priori, ce n'est pas un fake, mais à vérifier. A priori, ce n'est pas le cas. Et ça veut quand même dire quelque chose. Les conséquences de tout mettre sur le vibe coding, de dire je fais tout mon appui de cette manière, c'est ça. Complexité accidentelle accrue, des instabilités, des fonctionnalités mal définies, mauvaise collaboration entre les équipes. Bah oui, parce que si une équipe A vibe code d'une manière et qu'une autre vibe code d'une autre manière, bah après, ça va être compliqué. Compliqué à bien se parler. Maintenance complexe et des debugs simplement très, très difficiles à comprendre. Ce que je dis, c'est ça. Une phrase qu'on a entendue souvent en France. Alors, mes managers, qu'est-ce qu'ils ont pu me dire? La confiance, c'est que je ne suis pas le contrôle. OK. D'accord, j'ai compris. Donc, je vais le remettre pour la sauce AI. Utilisez l'AI tellement comme un vrai copilote et pas comme votre pilote. Vous lui dites quoi faire les choses, vous le guidez. Il vous aide, servez-vous-en. On parlait de mob et de pair programming tout à l'heure. C'est une bonne personne avec qui faire du pair en général. Et ne le croyez pas toujours. Copilote. Vérifiez, gardez la main, soyez aux commandes. Ça aussi, maintenant, donc, c'est toujours mal compris en dessous parce que donc Solid Dry, Nagni, des acronymes de dev, intéressant, c'est on veut bien faire les choses. Il faut bien les faire. Des petits exemples, alors c'est très petit, mais c'est des exemples de code, désolé, sur ce qu'on fait dans le temps Solid et Dry. Donc ça respecte tout ça, hein. Mais waouh, c'est un peu complexe à lire pour des êtres humains, au final. Donc ça respecte ses principes, c'est bien. C'est peut-être pas la bonne chose à faire. Encore une fois, solid, dry, UAMI, c'est juste que ces termes-là, des termes importants, des termes intéressants, des principes à suivre, c'est la même chose que Scrum. Il donne des principes. C'est pas la Bible. C'est pas ne croyez pas ces préceptes comme ça. Adaptez-les. Les conséquences sur ingénierie, objet volumineux pour si on fait de l'objet, incohérence architecturelle, maintenant c'est très 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 complexe, et des abstractions prématurées partout dans votre code. L'exemple, il y en a fait plein là. J'ai utilisé l'AI pour faire les exemples, c'était cool. Comme quoi, ça peut marcher, ça peut aider. Donc, je lui demande de faire des codes pourris, il le fait. Ça, il n'y a pas de problème. Ça marche très très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ces notions sont des guides, comprenez-les. Merci. Challengez-les et utilisez-les en accord avec votre contexte. Les tests, encore une fois, oh, excusez-moi, je vais en arrière. Ouais, mal fait ou bloquant les évolutions. Il faut des tests. Partisan, premier partisan, fervent défenseur des tests. Vous connaissez la pyramide de tests. Elle est petite aussi, test unitaire en premier pour monter vers des tests end-to-end à la fin. J'ai souvent travaillé dans des compagnies où j'ai ça. Ils font l'inverse. Ils me disent très souvent, c'est embêtant de tester notre suite de tests, mais 4h30. 4h30 à rouler. Waouh. C'est quand même. Et les autres, les tests bas niveau unitaires, on n'en a pas. Pourquoi on n'en a pas? Parce que dès qu'on fait un test unitaire, dès qu'on modifie une ligne de code, ça vient casser 300 tests. Ça sert à rien. Est-ce que le concept de test unitaire est peut-être un peu mal compris? Peut-être. C'est un sujet. Mais s'il se passe ça, c'est souvent un semelle qu'il y a un souci à gérer. Et au niveau des tests aussi, quand on a une stratégie de testing dans une compagnie, j'ai souvent vu ça. Objectif 100%. On veut 100% de code coverage, partout, partout. Et ça va probablement parler à des gens, parce que je mets en dessous, la loi de Goodhart. La loi de Goodhart, ça dit, quand on a une métrique, sert d'une métrique, une métrique. Quand on définit cette métrique comme étant maintenant un objectif à atteindre, cette métrique cesse d'être une bonne métrique. Parce qu'en tant qu'être humain, on est très très bon pour feinter les systèmes et pour dire pas de problème, je vais l'atteindre. Et en plus,
J'aurai une meilleure prime si j'atteins les 100% parce que vous m'objectivez là-dessus. C'est génial. C'est génial. Moi, je suis capable de passer dans tout mon code base et de faire des tests qui assertent trou partout. J'appelle chaque méthode. Alors là, pas de problème. J'ai des tests unitaires. J'ai un coverage à 100%. Mon appli, par contre, est flingué et pété en prod. Mais ça, c'est bon. J'aurai mon augmentation. Tout est parfait. Le problème de tout ça, pour trouver des termes qu'on a déjà parlé un peu tout à l'heure, et c'est les mêmes finalement. Abstraction prématurée, objet volumineux, cohérence institutionnelle, enfin, c'est tout pareil. Qu'est-ce que je conseille ici? Pas du tout, je suis revenu en arrière. Attendez. Ah, non, ça c'est la fin. Bref, tant pis. Encore une fois, comprenez pourquoi vous faites des, non, je veux dire, comprenez pourquoi vous faites des tests, à quoi ça sert, adaptez encore une fois cette stratégie dans votre compagnie. Et ce que je voulais dire à la fin, c'est cette phrase avant de terminer, c'est ça fait 10 ans pour ma part que ces pratiques-là sont mises en place, existent dans des compagnies, plus de 10 ans qu'elles ne marchent pas. On continue, je sais pas, c'est comme ça. Vous connaissez Saclic, j'imagine? Vous savez, j'imagine qu'ils ont suivi ces préceptes parfaitement. Ils ont dû, à mon avis, être à fond. Parce que pour avoir ces dépassements-là, pour avoir ces estimations, pour avoir ces trucs-là, il y a forcément quelque chose qui s'est mal passé. Et je me dis qu'en faisant ce type de talk, même si c'est des sujets un peu vus et revus et qu'on connaît probablement pour la plupart, à un moment, on va réussir, les gens comme vous et nous, à l'infuser et que ça remonte un petit peu au-dessus, là. Qui disent, il faut qu'on prenne enfin nos responsabilités. Et on a parlé hier avec des gens d'organisation. Vous avez vu Cloudflare qui est tombé il n'y a pas longtemps. Suite à ça, un meme est sorti avec, même Internet est sorti avec un diagramme qui montre, enfin pas un diagramme, un espèce de pyramide qui montrait sur quoi tient l'Internet mondial, sur quoi tient les systèmes mondiaux. Et on s'aperçoit que c'est sur de petits trucs, le DNS, la notion de DNS, notion de ci, notion de ça. Ça, quand ça pète, ça met à mal le monde entier. Il y a probablement des solutions pour sortir. Donc, ce que je propose, c'est ça. Si enfin on apprenait enfin de nos erreurs pour ne plus les reproduire. Ça vaut pour beaucoup de choses. Les guerres mondiales, les guerres, ce qui se passe en ce moment en géopolitique. Juste apprendre du passé et essayer de le faire mieux pour ne plus reproduire en face. Voilà. Merci. Merci infiniment. Comment on travaille sur les points d'estimation? Ok. Frédéric Le Guédois, que je citais, est fervent défenseur du concept. Ok. La question, c'était, si on n'a pas de point d'effort, estimation, comment on travaille? Okay. Frédéric Le Guédois, je vais citer Frédéric Le Guédois encore, il est fan de la méthodologie NoEstimate, finalement. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin vraiment de ces estimations pour pouvoir avancer? On va dire, ok, si on n'a pas d'estimation à genre 10 jours, on va pouvoir en prendre 100. Ok, ça c'est ce qu'on te dit, c'est ce qu'on te dit tout le temps, mais concrètement dans la réalité c'est faux. Moi en tant que dev ou en tant que travailleur, je sais pas vous, mais travailler 100 jours sur quelque chose alors que je l'ai fini depuis 99 jours, ça va très très vite me saouler. Donc il va falloir passer à autre chose et avancer. Et en général, dans des équipes qui sont bien faites, quand vous travaillez avec vos collègues, ça marche très très bien. On n'a pas besoin d'estimer, ou du moins de faire remonter l'information d'estimation. On peut se dire entre nous, c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe, ça pourra prendre à peu près tant de temps. Mais quand cette estimation est prise pour une vérité est vendue, surtout comme étant une vérité, bah, les problèmes qui en découlent, ils sont tellement gigantesques derrière. Et la plus-value qu'on va avoir pour chercher à résoudre ces problèmes, je pense qu'elle est de zéro. Ça rapporte rien à une société, au final. Donc, faire ce concept de NoEstimate, je t'invite à regarder probablement Alan Holub, si tu connais Alan Holub, qui a fait une grosse conf sur le NoEstimate, il y a déjà bien 7-8 ans, et qui explique énormément de choses dessus, et c'est vraiment génial. Génial. D'ailleurs, je t'en prie. Je pense que c'est quand même des estimations abstraites qui peuvent être comme plus utiles. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand c'est en heure ou en jour. Ça, vraiment, c'est bon. En fait, même le problème de l'abstraction, tu as raison, mais l'abstraction derrière, là, ils vont avoir derrière, il m'a dit, elle, en taille de t-shirt, ça fait 10 jours homme. Ils vont toujours avoir un référentiel pour transformer ton abstraction. Si c'est remonté et c'est vendu comme tel,
Dommage, je trouve. Mettons, au moins, small, medium, large, ça te permet de dire, ben, regarde, cet élément-là, on ne l'attaque pas parce que c'est un large, il faut le découper. Ah, découper, c'est. Si tu fais les estimations pour. D'accord. Si les estimations, l'objectif, c'est de se dire, c'est trop grand, il faut redécouper, c'est parfait. Parfait. Par contre, si les estimations se dire, c'est trop grand, on va pas le faire, on va faire les petites qui rapportent rien en ROI, c'est dommage. Mais par contre, si l'objectif est ça, de savoir quoi redécouper, là, de se dire, ouh, c'est trop grand, parfait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai rien contre les estimations quand elles sont prises comme étant des estimations et qu'elles desservent une vraie cause. Pas vendre du vent qui après, malheureusement, bah, respecte jamais. Respecte jamais. C'est ça un peu le sujet. Je t'en prie, Manuel. On n'est pas tout à fait dans l'estimé, mais tu n'inclus pas la notion de budget ou de dollar en fait, dans ta vision du projet. Non. Je dis assez volontaire, mais je veux juste t'entendre là-dessus. Tu sais, il y a le fameux triangle, c'est le triangle de fer. Donc, tu as les dollars en fait en haut, le budget, tu as les délais en fait. Et tu as la qualité au milieu. Tu as la qualité, c'est les humains, là. Tu as le périmètre fonctionnel. Ouais. Périmètre fonctionnel, délai, budget. Toi, tu l'évacues le budget là. Dans ton approche, en fait, tu l'évacues. Mais c'est quand même, tu sais, j'aimerais t'entendre là-dessus. Alors, c'est important, effectivement. Ça clique évalué à 200 millions, 1 milliard à la fin. Donc finalement, est-ce que c'est si important que ça? C'est un exemple. C'est un exemple, c'est un projet qu'on pourra en discuter. Très longtemps. C'est un projet qui a foiré pour des mauvaises décisions technologiques à la base. Oui, exact. En fait, j'ai travaillé dans des compagnies où on fait des logiciels SaaS, donc c'est nos logiciels à nous pour les utilisateurs, finalement. D'autres compagnies où on crée des produits pour des clients. Là, eux, ils vont venir avec un budget, effectivement, très souvent. Sauf que quand ils viennent avec un budget, ils n'ont aucune idée du produit qu'ils veulent. C'est comme si tu disais, je vais dans un garage, je sais que je pense vouloir une Ferrari, mais j'ai 20 000 $. Mon budget, c'est 20 000 $. Forte chance que tu ne ressortes pas avec la Ferrari. Donc, on a toujours éduqué entre guillemets, nos clients en disant, on va vous donner un estimé, grâce à ça, ça va vous donner une espèce de sécurité dans le budget. Sauf que la réalité, elle est fausse, et livrer des manières incrémentales et dire au client, bah, à la place de faire ça, on ne va pas s'engager avec vous sur 300 jours hommes, 300 000 $, 300 jours hommes. On va plutôt s'engager avec vous sur une semaine. Après, on va faire une semaine. Après, on va faire une semaine. Peut-être que le projet va s'arrêter au bout de 3 mois parce qu'il est parfait par rapport aux besoins, par rapport au market fit du client. Et finalement, c'est cette approche, c'est beaucoup plus incrémentale. Oui, ça sécurise moins nous en tant que compagnie parce qu'on n'a pas 300 000 qui va rentrer. On ne sait pas, c'est difficile. Mais je pense qu'à terme, en termes de crédibilité, en fait, j'ai tout le temps vu ces sujets. Quand on arrive à la fin du projet, il reste genre 10%. 10% de budget, 10% de temps, 90% de features en moins. On n'a pas fait tout ça, et il ne reste plus que ça. On fait comment? Et là, ça jongle avec tout le monde. Ça jongle de tous les côtés. Donc, vraiment, l'approche budgétaire liée à l'incrémental, je pense que ça peut être une solution pour résoudre ce sujet, mais c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. C'est un sujet très tricky. Tu as raison d'en parler.